La déglutition peut être définie comme un acte moteur permettant le transport du bol alimentaire, c'est-à-dire vidange des aliments, eau, salive, de la bouche vers l'estomac. On peut retenir 3 temps importants: un temps buccal, effectué par une dynamique de la masse linguale, un temps pharyngien, pendant lequel le larynx et l'os hyoïde sont attirés vers crânial et antérieur, afin de fermer les voies aériennes et entraîner le recul de la langue, et un temps œsophagien, débuté par l'ouverture du sphincter œsophagien, en partie grâce à la force de traction des muscles sus-hyoïdiens. L'adulte déglutit environ 2400 fois par jour. La description succincte des différents temps de la déglutition effectuée précédemment permet d'en mettre en évidence le rôle primordial de l'os hyoïde pendant ce processus. On sait que les muscles de la langue s'insèrent sur l'os hyoïde. Le positionnement de cet os influence donc le placement et le fonctionnement de la langue. Nous savons aussi que les muscles sus- et sous-hyoïdiens, qui s'insèrent également sur l'os hyoïde, sont responsables de la réussite des temps pharyngiens et œsophagiens. Différentes études montrent une colonne cervicale en extension, par exemple en réaction à un port antérieur de la tête, influence la déglutition, en entraînant, par exemple, une ouverture des voies aériennes et une fermeture du carrefour digestif, rendant difficile le passage de la salive. Cette colonne cervicale en extension entraîne également une augmentation de l'espace libre entre les dents par un recul mandibulaire, mais nous avons besoin d'un contact dentaire pour une déglutition fonctionnelle. Cette posture entraîne également des tensions au niveau des structures cervicales antérieures et notamment des muscles sus- et sous-hyoïdiens. Ces différents paramètres, résultant donc d'un port antérieur de la tête entraînant une extension cervicale, favoriseraient une déglutition salivaire dysfonctionnelle. Comme la déglutition est un acte répété de nombreuses fois dans la journée, les déséquilibres engendrés par une déglutition dysfonctionnelle salivaire pourraient entraîner à terme des compensations posturales. Cette étude vise à montrer l'influence de l'ostéopathie sur la déglutition salivaire dysfonctionnelle. Les techniques choisies ont pour action une normalisation du tonus des structures environnantes aux régions cervicales et hyoïdiennes. 17 patients adultes âgés de 25 à 82 ans, concernés donc par cette dysfonction, ont participé à l'étude. Les critères d'inclusion étaient un port antérieur de la tête accompagné d'une hyperextension cervicale. Nous avons exclu toutes les pathologies autour de la sphère ORL. Les tests, mesures et corrections ont été réalisés au cours d'une seule et même séance. À l'arrivée des patients, nous avons effectué une anamnèse afin de connaître leur historique médical et déterminer s'il existait des critères d'exclusion. Nous avons ensuite réalisé un bilan postural à l'aide notamment d'un fil à plomb pour repérer un déséquilibre dans le plan antéro-postérieur. Une fois la posture antérieure de la tête mise en évidence, nous avons mesuré la flèche cervicale à l'aide toujours du fil à plomb accroché à une potence. Le patient était dos au fil à plomb, la pointe d'une équerre indiquant le niveau de C7. Une petite marque était placée au croisement entre l'équerre et le fil à plomb, et la distance séparant la pointe de l'équerre et la marque mesurée ensuite avec une règle. Nous avons également testé l'os hyoïde en position assise et allongée pour déterminer le sens de perte de mobilité. Le stade de déglutition salivaire fonctionnelle a été évalué grâce au test élaboré par Jean-Marie Landouzy. Il a été demandé au patient de mettre les dents en contact et de joindre les lèvres. La position a été maintenue par une main sur le crâne, l'autre sur la pointe mentonnière, pour interdire toute désocclusion lors de la déglutition salivaire. Les patients en stade 1 présentaient une hésitation de déglutition avec changement des appuis, mais réussissaient à déglutir sans trop de peine. Les patients en stade 2 étaient obligés d'avoir une adaptation, c'est-à-dire un mouvement de flexion-extension dans les cervicales, pour y parvenir. Les patients en stade 3 étaient incapables de déglutir. Les techniques de correction ont fait suite à ces tests, c'est-à-dire que les cervicales ont été mobilisées vers la flexion, le fascia cervical étiré dans le plan sagittal et l'os hyoïde mobilisé vers sa zone de restriction. Suite aux techniques de correction, nous avons de nouveau testé la déglutition salivaire à l'aide du test de Jean-Marie Landouzy.
Les résultats obtenus ont été classés dans un tableau permettant de répondre à 3 problématiques. La première problématique soulevée permet de vérifier les données de la littérature. Y a-t-il un lien entre la flèche cervicale mesurée et le degré de dysfonction de déglutition salivaire? Le premier graphique de cette diapositive expose la répartition de notre population en fonction des stades. Nous avions 47%, soit 8 personnes en stade 1, 35%, soit 6 personnes en stade 2, et 18%, soit 3 personnes en stade 3. La boîte à moustaches, ici, montre la répartition des flèches cervicales en fonction des stades. Il est déjà possible d'observer que les flèches cervicales des patients en stade 2 sont plus élevées que ceux en stade 1. La différence est moins nette entre le stade 2 et 3, peut être due à la faible population du stade 3. Les tests statistiques non paramétriques d'ANOVA, Kruskal-Wallis et Wilcoxon ont permis de confirmer statistiquement ces résultats. Il existe donc bien une relation entre l'importance de la flèche cervicale et le stade de dysfonction de la déglutition salivaire. La deuxième problématique étudiée correspond à l'objet de cette étude. Les techniques ostéopathiques utilisées ont-elles un effet bénéfique sur la dysfonction de la déglutition salivaire? Le graphique de cette diapositive montre le pourcentage de patients dans chaque stade avant et après les techniques. Nous pouvons observer que le stade 3 n'apparaît plus après les techniques. Le stade 2 a évolué de 35 à 6%, les 6% restants correspondant à des patients étant passés du stade 3 au stade 2. Le stade 1 est le seul qui montre une augmentation, passant de 47 à 53%. Différentes hypothèses peuvent être émises, notamment les techniques ne sont pas bénéfiques pour ce stade, et ce stade reçoit les évolutions du stade 2 et 3. La troisième problématique que nous verrons juste après permettra de répondre à cette question. Le stade 0, ou absence de dysfonction, est représenté par 41% de notre population après les traitements. Les tests de corrélation d'errants de Kendall et de Spearman nous ont permis de confirmer qu'il y avait une amélioration significative des stades de dysfonction de la déglutition salivaire avec une proportion allant jusqu'à 63%. La troisième problématique répond à la question suivante. Les améliorations constatées après technique dépendent peut-être du stade de départ de dysfonction. Les graphiques 4, 5 et 6 illustrent les résultats obtenus. Pour en faciliter la lecture, sachons que le chiffre 2 nous indique qu'il y a 2 stades de moins, le chiffre 1, un stade de moins, et le chiffre 0, il n'y a pas de changement de stade. On peut donc voir que les patients en stade 1 ont pour moitié évolué vers une absence de dysfonction, tandis que l'autre moitié est restée à ce stade. Les patients en stade 2 ont tous évolué positivement, pour moitié vers le stade 1 et l'autre moitié vers une absence de dysfonction. Les patients en stade 3, peu nombreux rappelons-le, ont pour 2 d'entre eux évolué jusqu'au stade 1 et pour le dernier vers le stade 2. Seul le stade 1 propose des patients pour lesquels il n'y a eu aucune évolution. Les résultats obtenus permettent de confirmer ceux retrouvés dans la littérature, à savoir qu'une colonne cervicale en extension favorise une déglutition salivaire dysfonctionnelle. Nous avons pu montrer également que les techniques choisies améliorent la qualité de la déglutition. L'évolution la plus favorable concerne les patients en stade 2. Les techniques sont également efficaces sur le stade 3 qui disparaît de la population après traitement. Ce résultat est tout de même à mettre en perspective en vue du peu de patients représentés dans ce stade. Seul le stade 1 montre une efficacité moyenne, puisque la moitié de la population n'a pas eu d'évolution. Il serait intéressant de reconduire cette étude sur un échantillon global plus important afin de confirmer nos résultats, notamment quant à se trouver pour le stade 3, représenté par seulement 3 personnes. L'étude n'a été conduite que sur une seule séance. Retester le patient une semaine après permettrait d'objectiver si les techniques ont un effet durable dans le temps. L'approche ostéopathique montre qu'il est important de considérer le corps dans son ensemble afin d'avoir une action durable sur les dysfonctions. Une nouvelle étude en intégrant les techniques dans une approche posturale plus globale serait pertinente. Cet article scientifique démontre qu'une diminution des tensions autour de la zone hyoïdienne permet d'améliorer la qualité de la déglutition salivaire.
Selon les principes ostéopathiques, en évitant les compensations entraînées par une déglutition salivaire, nous pourrions limiter l'installation de dysfonctions ayant des répercussions plus importantes dans notre fonctionnement. Il est important de noter que nous avons pris pour acquis dans cette recherche le port antérieur de la tête comme cause de déglutition dysfonctionnelle. Nous savons que ce port antérieur peut lui-même être considéré comme une compensation. Il est donc nécessaire d'aller rechercher et traiter la cause primaire de ce déséquilibre afin que les résultats obtenus par ces techniques puissent perdurer dans le temps. Il pourrait être également intéressant de travailler avec d'autres spécialités comme les orthophonistes afin que la langue ne reprenne pas ses mauvaises habitudes.